C'était le 22 avril 2008 que les contrats chinois ont été signés entre Kinshasa et Pékin pour le secteur minier en République démocratique du Congo. Plus d'une dizaine d'années après, ces contrats étaient sujets de beaucoup de critiques de la part des ONG des droits de l'homme et surtout celles qui œuvrent dans les domaines de lutte contre la corruption à travers le pays. Alors, sous le règne de Félix Tshisekedi, finalement, ces contrats des 6 communes a été revisité cette fois-ci avec un chiffre qui sera décaissé au profit de la République démocratique du Congo, estimé à la hauteur de 7 milliards de dollars américains, exclusivement affectés dans les domaines de construction des infrastructures routières d'intérêt national. Quelle analyse faire de cette situation? Mesdames et messieurs, pour en parler dans ces magazines Discours au peuple que j'ai le réel plaisir de vous présenter sur les antennes de Bonlire Télévision, nous allons scruter là-dessus avec un expert en matière économique, parmi tant d'autres qui comptent ces beaux pays, la RDC, M. Yaya Mouchitou, qui est avec nous. Soyez les bienvenus. Merci, monsieur le journaliste. Oui, comment avez-vous perçu cette nouvelle et aussi le montant de 7 milliards de dollars américains, contrairement à celui de 2008 qui était tout simplement de 3 milliards dont les pays n'ont bénéficié que moins de 50% du montant qui a été fixé pour ces contrats chinois? Vous savez, en économie, il n'y a pas de morale. Vous savez, les capitaux sur le plan mondial sont des capitaux chinois. Vous n'êtes pas avec les Chinois, vous ne faites pas non plus les affaires. Vous comprenez? Alors, nous avons en tout cas eu la chance, parce que cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Si vous allez un peu en arrière, le gouvernement de Muzito, il est passé à l'allègement de notre dette à l'extérieur. On a juste allégé. Quand on parle de l'allègement d'une dette, c'était un échange avec Pékin, avec l'infrastructure. Donc, quand on parle de la dette extérieure, Mobutu a laissé cette dette. Mouzé n'a même pas fait allégeance à cette dette. Kabila, quand même, a allégé la dette. Donc, la dette continue. Vous comprenez? Tshisekedi aussi aura aussi à alléger cette dette envers l'extérieur. Alors, moi, je parle, le montant que vous venez de citer, ce n'est pas mauvais de s'endetter. Ce n'est pas mauvais de prendre une dette, c'est l'affectation qui pose problème. C'est l'affectation de cette dette. Il faut bien affecter cette dette pour qu'il y ait ces réalisations pour l'intérêt de notre pays. Donc moi, j'insiste sur l'affectation. Le montant est bien dit. Comment affecter cet argent maintenant? Qu'il y ait des mesures disciplinaires pour l'affectation, qu'il y ait des réformes, qu'il n'y ait pas de déviation par rapport à cette affectation. Pour moi, c'est une bonne idée. Quand on cite déjà les chiffres comme ça, nous attelons maintenant à l'affectation. Comment nous allons affecter cet argent? Alors, nul n'ignore, ce sont des capitaux chinois qui sillonnent partout au monde. Nous avons eu des bons partenaires qui nous ont parlé de cet échange, de l'infrastructure avec le minier. Alors, pour moi, c'est une très bonne chose. Alors, ça va profiter à notre pays sur le plan d'abord économique, sur le plan emploi, sur le plan fiscal, sur le plan budget. Parce que la politique d'un pays, d'une façon chiffrée, c'est le budget. Donc, une fois il y a cette revisitation, il y a la part de l'État qui est là en termes de recettes. Les Chinois qui vont venir ici, qui vont venir s'installer au Congo, ils vont créer de l'emploi. Alors moi, je voudrais insister sur cet aspect gagnant-gagnant. J'ai toujours insisté. L'aspect gagnant-gagnant, ce n'est pas que quand les Chinois vont venir ici, ils vont travailler à perte. Non, ils ne vont pas travailler non plus à perte. Ils doivent réaliser aussi des bénéfices pour cet échange avec l'infrastructure soit concrétisé. Donc les gagnants-gagnants que je parle, quand ils viendront ici, ils vont prendre de nos frères congolais. Les frères congolais doivent travailler avec les Chinois. Donc le domaine de l'emploi, c'est une faiblesse pour notre pays. Ils auront quand même à pallier, à combattre le chômage dans notre pays sur le plan emploi. Donc ce sont les Congolais qui seront employés à cette entreprise des Chinois. Et ces mêmes Congolais
auront le temps de payer leurs impôts. Les mêmes Chinois là, ils auront à payer leurs impôts et leurs taxes et leurs redevances qui vont contribuer à notre budget. Pour nous, c'est en tant que fiscaliste, en tant que comptable, nous la politique d'un pays d'une façon chiffrée, c'est le budget. Et notre budget va augmenter par rapport en termes de recettes. Pour moi, nous aurons à donner les moyens de la politique à notre gouvernement, à notre président. Comprenez, ça, c'est sur le plan emploi, sur le plan de notre monnaie. Parmi les propriétaires de la monnaie, nous devons avoir les liquidités, nous devons avoir la stabilité, nous devons avoir comment convertir notre monnaie sans problème. Et nous devons avoir la confiance en notre monnaie. Et par rapport à ça, il y a déjà des mesures qui ont déjà été prises par rapport à la dépréciation de notre monnaie. Vous voyez? C'est-à-dire, on a exigé aux miniers de rapatrier 60% dans notre pays. Ça, c'est justement pour équilibrer notre monnaie. Vous vous rendez compte, depuis 1998 à ce jour, $1 revenait en 1998 à 1,36 francs congolais. Vous vous rendez aujourd'hui, le $1 revient à 2800, tout ça, ce n'est pas possible. Donc, avec les capitaux chinois, nous cherchons à équilibrer notre monnaie. Donc, sur le plan emploi et monnaie, nous avons quand même bénéficié de cet aspect. Sur le plan infrastructure, vous voyez, notre budget est là. C'est pour donner les moyens de la politique à notre pays. C'est pour donner les moyens de la politique au gouvernement. Avec les champs d'infrastructure, il y a des budgets exceptionnels qui cadrent réellement avec l'infrastructure. Ça va épauler. Nous aurons à faire autre chose avec ces budgets-là. Vous comprenez? Donc, à chaque fois, nous avons un budget déficitaire. Donc, les dépenses sont supérieures aux recettes. Ça va nous amener à être rationnels par rapport à cette affectation. Donc, moi, j'insiste sur l'affectation. Si c'est bien affecté, et l'échange avec l'infrastructure va se passer sans problème. C'est l'affectation qui pose problème. Nous insistons sur l'affectation de ces 7 milliards-là. Comment nous allons l'affecter? On l'a déjà échelonné, c'est bien, mais c'est l'affectation qui posera problème. Oui, l'affectation, c'est exclusivement pour la construction des routes d'intérêt national qui compte la République démocratique du Congo. Mais la question la plus majeure que plusieurs s'est posée, c'était au niveau des soumissionnaires qui seront réquisitionnés pour exécuter les travaux de réhabilitation et construction des routes. Vous savez très bien que quand les Chinois viennent, il y a beaucoup de difficultés pour qu'ils se servent des sociétés ou des soumissionnaires locaux du pays. Ils vont faire des manigances là-dessus et ça va beaucoup plus encore profiter aux Chinois avec la surfacturation. C'est ça la crainte de plusieurs experts qui œuvrent dans les domaines de la bonne gouvernance. Vous savez, ça c'est un contrat, la réhabilitation c'est un contrat entre des États. Donc ne voyons pas à un niveau des individus. Vous comprenez? Vous savez, l'État, l'administration n'a pas d'âme dans cette matière. Donc je crois que l'affectation aura bien son effet. C'est une administration donc conjointe, c'est une administration chinoise et notre administration, mais chaque pays a sa législation fiscale, cela ne disconvient pas. Mais néanmoins, j'insiste sur l'affectation. Quand on parle de l'affectation, c'est le respect de ces contrats pour qu'on arrive à cette réalisation. C'est ça l'affectation. Le montant prévu sera bien affecté dans tous les domaines. Ces montants étaient bien budgétisés. Vous comprenez? Et je crois qu'il y avait un plan et on a budgétisé et le financement va venir. Donc le financement est déjà là. Je crois que c'était bien budgétisé. Mais je comprends, je suis sur l'affectation. Je suis sur l'affectation Il faut bien comprendre, ce n'est pas un fait d'hasard. Il n'y a pas de gratuité dans les affaires. Il n'y a pas de lien biologique dans les affaires. Les affaires sont les affaires. Quand on fait un échange avec Pékin, c'est un échange avec Pékin de notre infrastructure. Vous comprenez? Donc c'est un contrat qu'il faut bien respecter. Ne voyez pas seulement du côté chinois. Les Chinois peuvent respecter ces contrats et que nous avons des infrastructures. Qu'est-ce que nous allons leur donner? Vous comprenez? Ils ne sont pas venus jouer aussi. Ils sont venus chercher quelque chose. Ils doivent venir réaliser des bénéfices au Congo. En disant gagnant-gagnant, je viens d'expliquer. Les gagnants-gagnants, c'est prendre nos frères congolais, travailler avec eux,
nous diminuons les chômages. Et quand ils affectent l'argent dans l'économie, là, nous essayons d'équilibrer notre monnaie. Vous comprenez? Et tout concourt autour de notre budget. Vous comprenez? C'est la politique d'un pays d'une façon chiffrée. C'est le budget, j'insiste sur le budget et sur l'affectation de cet argent. C'est le deux mots-clés que je suis en train de parler pour que les gens comprennent. Qu'il ne faille pas autre chose. Vous ne verrez pas un président de la République passer de porte en porte, nous donner des $100. Il n'en a pas. Il faut lui donner les moyens de sa politique. C'est quand nous payons nos taxes et nos impôts, nous Congolais, nous devons d'abord avoir la culture, le civisme fiscal. Ce n'est pas seulement ces gens-là qui vont venir, ils vont payer les taxes. Même nous, les impôts, nous les Congolais, nous devons avoir la culture de payer les taxes. C'est par les taxes et les impôts que nous aurons les moyens de la politique, que vous aurez les infrastructures érigées. Quand nous sommes allés maintenant plus loin pour aller solliciter la main étrangère pour nos infrastructures, c'est par nos impôts, par nos taxes, nos redevances, nos amendes transactionnelles, nous allons réfectionner les routes, les hôpitaux et les écoles. C'est par l'argent que nous donnons en matière d'impôts et de taxes. Quand nous allons maintenant au-delà, voyez-vous, donc nous n'allons pas croiser les bras, nous allons continuer à payer dans d'autres domaines nos impôts et nos taxes pour donner les moyens de la politique à notre gouvernement. Oui, il y a aussi dans ces mêmes contrats chinois, un avantage, c'est que la centrale de Boussanga, dans la province du Lualaba, sera également gérée conjointement entre la RDC et la partie chinoise. 60% reviendra à la partie chinoise et 40% à la République démocratique du Congo. Et la SNEL, cette fois-là, sera en même capable de commercialiser uniquement 38% de ces courants. Est-ce que c'est aussi un avantage ou bien l'État congolais a été roulé dans la farine? Vous savez, il n'y a pas de morale dans l'économie. Je vais rappeler à nos frères congolais. On ne crée plus une société en industrie, en intelligence. Ça n'existe plus avec la loi Ouada. Nous créons une société en numéraire et en nature. Nous n'allons pas être récompensés de la même façon. Quel est l'apport du Congolais? Quel est l'apport de ces Chinois? C'est par rapport aux apports que nous allons aussi bénéficier. Vous comprenez? En matière d'argent, tout doit être... Il n'y a pas de morale. La partie qui a beaucoup apporté, c'est la partie qui aura plus que l'autre partie qui n'a pas apporté. C'est normal. C'est normal. Les pourcentages sont bien répartis, à mon humble expérience. C'est celui qui donne son argent qui profite beaucoup. Ne voyons pas au minerai. Tout ce que nous produisons, nous ne consommons pas ça. Le prix des minerais est fixé par l'extérieur, pas par les Congolais. Vous comprenez? Ce qu'on produit, on ne consomme pas. Et l'économie est extravertie, tournée vers l'extérieur. Vous comprenez? Moi, en matière d'économie, il faut être clair, il faut martelliser, il faut donner plus les marteaux. Il n'y a pas de... Ne voyez pas... Les minéraux, nous n'allons pas... Si on doit les produire, nous n'allons pas les consommer. Ils sont consommés à l'extérieur. Vous comprenez? Quand on fait un échange avec l'infrastructure et le minerai, le Kabila l'a fait aussi. Mouzito, à l'époque, on l'a fait aussi avec Mouzito. Ce n'est pas nouveau pour nous. On l'a déjà fait. On sait que les vrais partenaires mondialement, ce sont des Chinois. Vous comprenez? Kabila l'a fait aussi. Les gens ont peut-être oublié. Il a fait un échange avec Pékin, avec l'infrastructure, en allégeant la dette extérieure. C'était toujours avec Pékin. Donc, ne croyez pas autre chose, c'était déjà fait une fois. Non, ce sont des partenaires sûrs, parce qu'ils ont l'argent, ils ont l'économie. Parmi les puissances économiques qu'on est en train de dédoiter, ce sont des Chinois. Donc, c'est un bon partenariat. C'est à nous de respecter ces partenariats. C'est à nous de respecter ces partenariats. Oui, lorsque vous dites que Pékin, c'est un bon partenaire, les contrats datent de 2008, mais il s'avère que les partenaires n'avaient pas réussi à débourser le montant même du contrat qui était de 3 milliards, mais ça a été moins d'1 milliard que les pays auraient bénéficié, selon les statistiques des experts qui ont beaucoup mené d'enquêtes là-dessus, notamment Azado, ainsi que ODEP, Observatoire des dépenses publiques de Florimond Teba. Ils estiment que la partie
chinoise a beaucoup plus gagné, plus de 10 milliards de dollars américains, au détriment de la RDC qui n'en a bénéficié que moins d'1 milliard. Alors que les partenaires, vous l'avouez ici, qu'il est aussi important et aussi fiable. Oui, oui. Vous savez, nous sommes là à la montée, à la descente des cours des métaux. Quand les cours des métaux, selon les ententes qu'ils ont eues, parce qu'il y a l'étude de faisabilité, ça peut changer. Ces gens-là, si les cours des métaux augmentent, ils vont profiter. Si ça baisse, ils ne profitent pas non plus. Vous comprenez? Tout est fonction des LME. Là, on fixe les coûts des métaux. Vous comprenez? Il s'est fait que le cuivre peut-être avait baissé à l'époque, les cobaltes avaient baissé à l'époque. Ils n'ont pas pu réaliser parce que ces gens-là doivent avoir un chiffre d'affaires. Ils ont des chiffres d'affaires, ils ont des charges, ils ont des résultats qu'ils doivent réaliser. Il s'est fait qu'ils n'ont pas aussi réalisé ces résultats qu'ils attendaient, vu le cours des métaux qui était un peu compliqué. Ça peut être l'une des raisons qui n'a pas pu réaliser ces montants-là. Parce que nous suivons les cours des métaux. Ce n'est pas nous qui fixons ça, c'est le marché international. Donc ça, c'est un point capital qu'il ne faut jamais négliger. Et vous pouvez voir ces gens-là, quand ils arrivent ici, ils ont beaucoup de charges, plus que leurs recettes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont travailler à perte. Ils peuvent accepter 1 année, 2 ans. Ils ne doivent pas continuer à travailler à perte. Donc les chiffres d'affaires, ils doivent réaliser un grand chiffre d'affaires. Et les charges doivent être moins rationnelles pour qu'ils réalisent. Si les charges sont supérieures aux recettes, donc ils travaillent à perte aussi. C'est un résultat négatif. Donc ça, c'est l'aspect économique qu'il ne faut jamais ignorer. On ne peut pas refuser de réaliser quelque chose qui était convenu. Nous voyons le fait naturel, le fait métaux, c'est un échange de métaux. Donc c'est fait qu'à cette époque-là, les métaux n'ont pas bien tourné. Il y a eu baisse, il n'y avait pas l'embellie du cuivre, il n'y avait pas l'embellie du cobalt sur le plan mondial. Alors il faut voir ces aspects-là, pourquoi ils n'ont pas pu réaliser ces engagements-là. Et sûrement, ce sont des aspects économiques qui ont posé problème, pas des aspects spéculatifs. Mais ces années-là, vous avez 2009, 2010, c'était considéré comme des années de boom minier. Et même les codes miniers également avaient été revisités sous une pluie de mécontentement des investisseurs du domaine qui menaçaient même de quitter, mais ils n'ont jamais quitté. Et pendant cette période-là, c'est la même... L'année 2008 et 2000, ce n'était pas une bonne année. C'était très mauvaise, qui avait trop de problèmes sur le plan mondial, avec les crédits immobiliers qui a occasionné la crise financière. Quand vous me parlez de 2008, ce n'était pas des années, c'était mondialement connu. Avec la crise financière, 2008, 2009, 10, c'était l'année de la crise financière. Alors c'était important qu'on pouvait revisiter. Parce qu'ils ne peuvent pas venir travailler à perte, les Chinois. S'ils ont trop de charges, ils ne vont pas réaliser les engagements tels qu'on s'était prévu. Donc ce sont des aspects économiques qui ont fait que s'il n'y avait eu pas l'engagement, ils ont fait une partie. Mais ils ont fait une partie, nous sommes très reconnaissants. Ils ont pris nos frères congolais, ils ont travaillé avec eux. Combien d'emplois qu'ils ont pris chez nous, des Congolais? Combien de sous-traitants qu'ils ont pris? La plupart des miniers, vous pouvez voir, ils ont 40, ils emploient 4 000 chez eux, 5 000. Ils sont au-delà, les sous-communes. Mais les sous-traitants sont à combien? Ils peuvent arriver même à 15 000 emplois, 20 000 emplois au Congo, que ces gens-là ont pris pendant ces années-là. Ni n'ignore que ces communes emploient beaucoup de Congolais. Ni n'ignore que ces communes ont beaucoup de sous-traitances. Et ce sont des Congolais sur ces sous-traitances-là. Sur le plan emploi, ils ont eu à faire quelque chose. Et il y a eu des réalisations qu'on a énumérées. Vous comprenez? Il y a eu des réalisations. Oui, il y a eu d'énormes réalisations, comme vous l'affirmez. Certains observateurs estiment qu'il faudrait aussi, parmi les efforts que la RDC devrait amorcer, c'était aussi de faire en sorte que la transformation des matières premières puisse également se faire localement. C'est parmi les perspectives d'avenir proposées par les experts. Comment trouvez-vous aussi
de ce genre d'initiative? Oui, le président de la République, par tous ces voyages qu'il a eu à faire, c'est nous mettre au diapason d'autres économies. Le marché des libre-échanges, c'était les grands soucis. Qu'est-ce qu'on va étaler sur le marché des grands échanges? D'autres pays vont profiter des avantages fiscaux, tout ça. Mais nous n'avons pas. Mais néanmoins, nous avons le lithium chez nous. Nous sommes en mesure maintenant de fabriquer localement nos batteries et les exporter aussi. Nous avons des carreaux aussi que nous faisons ici au Congo. Nous montons des véhicules au niveau de Kinshasa. C'est déjà un grand pas. Vous comprenez? Donc, nous sommes en train d'aller petit à petit, mais nous devons encourager les industries locales pour qu'on soit en mesure, même aux produits de première nécessité, quand nous devons dépendre de la Zambie pour la farine, nous avons des terres arables. Ça, c'est inconcevable. C'est un problème de volonté. Aux produits de première nécessité, nous n'allons pas dépendre de l'extérieur. Comprenez? Nous devons être aussi en mesure d'exporter même nos farines, vendre dans d'autres pays, comme la Zambie tente de le faire. Qu'est-ce qui nous manque? Donc pour moi, dans cet aspect, nous devons encourager la production locale, les industries locales. Comprenez? Ce que nous produisons comme farine, nous devons nous-mêmes les consommer. Nous devons être en mesure aussi de les exporter. Chose qui n'a pas encore fait. Comment on pouvait, au niveau des produits de première nécessité, nous sommes des incapables. Mais néanmoins, avec le lithium, il y a beaucoup d'ouvertures. Nous serons en mesure de fabriquer nos batteries localement. Et les carreaux sont fabriqués déjà à Kinshasa. Oui, en tant qu'expert, vous êtes expert comptable, vous connaissez aussi comment gérer les capitaux, vous en avez assez d'expérience. Ces montants de 7 milliards, une fois que le décaissement va commencer, vous en tant qu'expert, qu'est-ce que vous proposez? Parce que cette émission aussi, je pense qu'elle précède même l'échéance telle qu'est prévue. Qu'est-ce que vous proposez pour que l'on ne puisse pas connaître aussi les cas de détournement? Parce que c'est parmi les grands obstacles qui font à ce que la République ne puisse pas décoller d'une manière convenable. La question ici, à deux volets, je vais répondre. C'est soit nos amis n'ont pas déboursé l'argent, qu'il n'y aura pas réalisation de l'échange avec l'infrastructure. C'est soit ils déboursent l'argent, nous gérons mal cet argent. C'est pourquoi j'insiste, je parle de l'affectation. Nous devons bien affecter cet argent pour leur fin utile. C'est pourquoi j'insiste sur l'affectation. Dans l'affectation, il faut qu'il y ait des mesures disciplinaires, qu'il n'y ait pas l'impunité. Vous comprenez? Donc en matière d'argent, tout doit être logé, tout doit être budgétisé. Donc la gestion de cet argent, c'est des États et des États. Ce n'est pas un problème individuel de des sociétés comme nous. C'est des États. Entre ces communes et Congo, c'est des États. Donc nous devons changer, nous aussi en tant que Congolais, pour qu'on arrive à réaliser cette œuvre d'infrastructure. Nous avons beaucoup à faire. Si ce sont des infrastructures qui doivent lier des grandes agglomérations, c'est pour notre intérêt de toutes les façons. Donc nous avons tout intérêt que cette histoire réussisse, que l'affectation soit bien arrivée à son point, qu'on attendait tous. Surtout l'aspect des rétrocommissions ainsi que des banques commerciales par lesquelles... Je crois que, vous voyez, même le président de la République s'est déplacé par rapport à ça. Je crois qu'il y a du sérieux dans tout ce que nous faisons. Il y aura du sérieux. Moi, je suis optimiste. Parce que nous avons besoin de l'infrastructure au Congo. Il y a le projet des 145 territoires. Ça nécessite une très bonne infrastructure. Donc, ça va accompagner notre projet des 45 territoires. Et je suis optimiste. Une fois on respecte cet argent qu'on va affecter, et vous voyez, les 45 territoires seront debout. La sélection des entreprises qui doivent exécuter ces travaux, on doit faire recours à la main-d'œuvre locale ou bien on peut puiser l'expertise extérieure pour que l'on ait aussi des infrastructures type moderne dignes de son nom. Vous savez... Parce qu'ici, il n'est pas seulement besoin d'encourager la main-d'œuvre locale tant qu'elle n'est pas aussi à la hauteur de fournir la République des infrastructures type moderne. Nous cessons de parler de l'entrepreneuriat.
sous-traitance. Nous-mêmes, nous ne savons pas d'abord distinguer un fournisseur et un sous-traitant. C'est un problème. Tout le monde est sous-traitant. Comment vous étalez là-dessus aussi. Alors, sous-traitant, c'est celui qui prend l'objet social de la société. C'est ce qu'on appelle sous-traitance. C'est différent d'un fournisseur. C'est-à-dire, vous savez, j'ai toujours donné l'exemple des KCC. Il y a beaucoup de sous-traitances. Ils ont pris une partie de l'objet social. À l'époque de Kamoto, il y avait une société qui dégageait l'eau dans la mine. C'est ça une sous-traitance, qu'on appelait ESOR. Ça dégageait l'eau dans la mine. Donc il a pris un objet social de la société. Quand moi je viens de fournir à manger, je ne suis pas sous-traitant, je suis qu'un simple fournisseur. Ça ne cadre pas avec l'exploitation de la société. Regardez, sous-traitant, ça doit cadrer avec l'exploitation de la société. Alors on doit distinguer, quand on parle de sous-traitant, entrepreneuriat, il faut qu'on distingue. Un entrepreneur, un sous-traitant peut être un entrepreneur. Un fournisseur, c'est un entrepreneur. Mais un fournisseur et un sous-traitant, c'est différent. Comprenez, je viens d'énumérer. C'est là où nous devons encourager notre respect de distinguer la sous-traitance et le fournisseur. Vraiment. Vous comprenez, on doit distinguer un entrepreneur. Quand on doit parler de l'entrepreneuriat, il y a des acteurs qui doivent accompagner l'entrepreneuriat. Il y a d'abord les associés. Il y a les avocats. Il y a nous les experts. Il y a l'État. Il y a la banque. Vous comprenez? On ne se dit pas, on ne se réveille pas, moi je suis entrepreneur. Non, il faut avoir des moyens. Et pour avoir des moyens, il faut être avec des banquiers. Ce sont les banques qui accompagnent les entrepreneurs. Et dans ces cas ici, si on doit trouver des entreprises congolaises qui doivent accompagner ces accords avec les Chinois, mais il faut bien les checker. Est-ce qu'ils ont les moyens pour payer leurs travailleurs? Comprenez? Le problème d'entrepreneuriat, ça nécessite des moyens et l'accompagnement de la banque. Notre pays doit financer ses entrepreneurs. Même la sous-traitance qu'on est en train de parler, un Congolais 49, l'étranger 51. C'est littéraire. Pour créer une société au Congo avec la loi Ouada, c'est l'apport en numéraire et en nature et non en industrie. Les contrats qu'on a signés, là, les pourcentages qu'on a mis, ce sont des vrais pourcentages. Qu'est-ce que le Congolais a? Il n'a rien dans cette histoire, il n'a rien contribué. C'est pourquoi il y a des conflits par rapport à ça. On peut le mettre comme fantaisie, mais il n'a rien à réclamer, il n'a rien à porter. Alors que c'est un contrat bidon. C'est là le problème avec les Congolais. Les Congolais sont en train de perdre leur marché. On lui demande de donner les camions à KCC. Il n'a aucun camion, il recourt à quelqu'un. Vous comprenez? Mais il a ces contrats-là. Il n'a pas de moyens. À l'époque, on savait financer quelqu'un 50%. Maintenant, on ne finance pas. Il y a même des retards de paiement. Il y a des charges du personnel que tu as déjà engagé. Donc, il faut d'abord avoir des moyens de payer les gens avec qui tu travailles. Même que les factures viendront en retard. C'est ce décalage-là qui fait tomber beaucoup de Congolais. Les retards de paiement dans des sociétés. Lui, il attend de payer cet argent pour qu'il paye ce travail. Mais on ne le paye pas. Et il y a des Congolais qui sont en faillite. Vous vous rendez compte, quand il doit payer ce travail, il doit aller s'endetter ailleurs pour payer ce travail. Et quand on va lui payer, tout va perdre encore. Il va travailler à perte. Donc, on doit financer les entrepreneurs chez nous. Il faut les financer. Ils n'ont pas de moyens. Ils ont la volonté, mais ils n'ont pas de moyens. En économie, il n'y a pas de moyens. Tu n'as rien, tu n'as rien. Tu as quelque chose, tu avances. Et tout ça, c'est le gouvernement qui doit financer ces gens-là, au travers des banques. Aucune banque publique que nous avons au Congo. Même les fonds de promotion de l'industrie. Tout à fait. Ils doivent financer ça comment? Ils doivent, leurs critères là, ils ne connaissent même pas ça. C'est une petite entreprise, c'est une moyenne entreprise, une grande entreprise. Parce que la taille de l'entreprise est mesurée par son chiffre d'affaires et son effectif. Pour te donner ce genre de contrat, quel est ton chiffre d'affaires? Quel est l'effectif de ton travail pour qu'on essaie de te donner ce genre de contrat? Est-ce que l'État fait ce genre d'analyse? Il ne sait pas, il donne un contrat aux grandes entreprises
aux moyennes entreprises, aux petites entreprises. C'est un sérieux problème de classifier les petites entreprises, les grandes entreprises. On peut devenir petite. On monte, on devient grand, on devient grand. C'est normal. Mais l'État n'a pas ce suivi-là. Quand il donne des contrats au travail, aux sociétés, il ne sait pas. Je dis de prendre d'abord son chiffre d'affaires. Là, quel chiffre d'affaires? Je prends ses états financiers, le bilan. Est-ce que ce monsieur ici, il a quelle immobilisation, il a quel capital? À partir des états financiers, on sait dénicher quelqu'un qui est petite, qui est moyenne, qui est grand. Est-ce que l'État fait ce genre d'analyse pour donner du travail aux Congolais? C'est un sérieux problème. Parce que nous, on est chiffrés. Nous, on est chiffrés. On ne peut pas prendre n'importe comment. On doit chiffrer tout ce que tu as. Tu as qu'est-ce que tu as? Tu as quel moyen pour qu'on te donne ces contrats? Et ce genre de checking n'est pas performant chez nous. N'est pas performant. C'est pourquoi nous n'avons pas la capacité d'accéder à ce genre de contrats d'État en État. On aura peut-être dans l'avenir, l'affectation peut-être sera mauvaise. Et là même, ça va me permettre de poser cette question: qui est censé réellement mener ces enquêtes-là? Les commissaires aux comptes ou bien les inspecteurs de l'inspection générale des finances, IGF en sigle? Vous-même, félicitations, j'aimerais vous féliciter. Merci. Vous avez été nommé parmi les conseillers, les commissaires aux comptes au niveau de la République démocratique du Congo. Donnez-nous un peu les éclaircissements là-dessus. Nous sommes là, nous travaillons toujours en duo avec l'IGF. Nous sommes là pour la surveillance et les contrôles financiers des entités publiques. Parce que ces entités publiques doivent contribuer aussi à notre budget. Ils ont des recettes, ils ont des états financiers qu'on doit certifier. Mais le plus grand problème, les grands combats, c'est la mobilisation des recettes. Nous devons donner les moyens les moyens de la politique à notre président, à notre gouvernement. Nous devons montrer que ces entreprises-là doivent payer leurs impôts et leurs taxes. Ils doivent contribuer au budget de notre pays. C'est le grand travail que l'État nous demande de les accompagner, de faire la surveillance financière et les contrôles financiers. C'est justement ça notre but, que ces entreprises-là contribuent aussi au trésor, contribuent à notre budget en termes de recettes et certifier leur état financier et leur patrimoine. Ça ne sera pas un travail de trop parce que nous voyons la CNRF, cellule nationale des renseignements financiers. Il y a également l'inspection générale des finances et les commissaires aux comptes viennent d'être aussi nommés. Mais ils ont fait. J'étais très content. Les commissaires comptes, c'est parmi les experts comptables repris au tableau de l'ordre national des experts comptables. Donc, ce sont des professionnels des chiffres. Ils doivent certifier les chiffres des entreprises. Vous comprenez? On a fait un très bon critère. Nous sommes parmi les experts comptables repris à l'ordre national, à notre tableau. Donc, c'est un triage qui a été un peu raisonné. Ce n'est pas la hâte. Ils ont eu le temps de faire sortir les experts comptables comme commissaires aux comptes. Et ils auront à exercer ce travail-là, sans problème. Merci beaucoup, M. Yaya Mouchitou, d'avoir répondu à notre invitation, en dépit de vos multiples occupations, bien évidemment. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie, en tout cas. Je vous remercie sincèrement pour l'opportunité que vous nous avez donnée pour parler de notre pays. Vous avez pensé à notre humble existence, notre humble personne. Donc, nous vous remercions sincèrement aussi. Merci beaucoup. Je pense que ce ne sera pas pour la dernière fois de nous donner cette opportunité de puiser quand même de votre intelligence et expertise que vous drainez dans ces domaines de la fiscalité congolaise et la matière économique. Mesdames et messieurs, c'est de cette manière que nous congédions cette grand-messe des débats, analyses sur les antennes de Molière Télévision. Je ne peux que vous souhaiter bon suite de programme et à très vite. Merci également à notre réalisateur, Emmanuel Kabou, qui nous a vraiment aidés. Nous sommes des grands cœurs avec vous. Bon suite de programme et à très vite.